Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci pour votre présence donc à notre nouveau webinaire autour des infrastructures hybrides. Quel est l'impact carbone? Comment le calculer? Comment l'évaluer? Et quel plan d'action mettre en place? Est-ce que vous pourriez simplement nous préciser dans le chat que vous voyez bien les slides, que vous nous entendez bien, voilà, qu'il n'y a pas de problème spécifique de son ou de projection de slides? Tout est OK, super, merci Guillaume, merci Cléophas. Donc nous allons démarrer tranquillement effectivement sur ce webinaire. Alors très rapidement, cette session s'inscrit dans une série de ressources que Synapsys met à disposition, notamment sur le site internet. Donc il y a une programmation de webinaires qui est prévue donc, chaque mois. Donc une prochaine session autour de Microsoft Intune Suite, une autre sur l'IA générative, ainsi que une également en avril sur la gestion des Mac dans Intune. Voilà quelques sujets types sur lesquels on se positionne. Et puis, on retrouve également donc, des livres blancs, des articles, ainsi que des replays sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller consulter toutes ces ressources, toutes ces informations. Et s'il manque des choses ou s'il y a certains sujets, entre guillemets, qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à nous contacter. Très rapidement, donc Synapsys, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une société de services spécialisée dans la transformation des infrastructures informatiques. On a plusieurs domaines d'expertise, notamment le Modern Workplace, le cloud, le DevOps, la cybersécurité, la data, l'IA, le Green IT, voilà, tout un tas de sujets en fait sur lesquels on accompagne nos clients, alors des grandes entreprises ou des entreprises plutôt de taille intermédiaire, autant sur de l'assistance technique que sur des projets au forfait. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui notre cœur de métier. On est des spécialistes sur les sujets infra. 180 consultants, on est positionné à Lille, à Paris et à Lyon en France et également à Kuala Lumpur à l'international. Donc voilà pour une explication rapide de Synapsys. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Thomas Benezek. Je te laisse Thomas te présenter rapidement. Merci Nathalie. Donc bonjour à toutes et à tous pour les nouveaux arrivants. Donc moi je suis Thomas Benezek. Comme indiqué sur cette slide, je suis expert Green IT, donc je suis plus précisément directeur de projet chez Synapsys, plutôt orienté sur une partie de l'activité. Donc comme Nathalie a pu vous le présenter, sur la partie conduite du changement aujourd'hui. Je viens du grand milieu aussi du conseil et de l'accompagnement, en étant expert et évaluateur certifié bilan carbone, ainsi que acte évaluation donc sur les stratégies bas carbone, qui est un acte étant une réunion entre l'ADEME et CDP. Donc j'ai un certain passé à la fois dans l'IT, bien entendu, et plus généralement sur les sujets climat-carbone, dans les accompagnements, dans les notations, que ce soit EcoVadis, CDP et compagnie, mais que ce soit aussi sur la construction de stratégies, en particulier toutes les stratégies qui doivent nous conduire à un monde soutenable à 2050, neutre en carbone. Forcément, aujourd'hui, dans des sujets qui nous tendent vers les mouvements vers le cloud et vers l'hybridation des infrastructures, voire la sortie de l'on-prem de nos infrastructures, forcément, je suis assez exposé, et nous sommes assez exposés à ces sujets d'évaluation des émissions avec le grand flou que parfois représente le cloud, raison pour laquelle j'ai le plaisir d'intervenir avec vous aujourd'hui. Exactement. Donc, on va démarrer le webinaire. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat, juste à côté. On prendra les questions tout au long de la session. Et l'objectif, bien sûr, comme d'habitude, c'est que ce soit interactif. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager aussi parfois aussi vos impressions, vos interprétations, justement ce que vous faites au sein de votre entreprise. On est vraiment sur une session où il y a différents niveaux d'initiative aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc l'objectif, c'est vraiment que ce soit participatif et surtout de partager avant tout. Thomas, je te laisse du coup la parole. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Nathalie. Donc voilà, aujourd'hui on va se poser la question de mesurer l'impact carbone de l'infrastructure hybride. Ça, jusqu'ici, je n'étonne personne. Forcément que dans ces éléments-là, on va avoir les notions de mesure d'impact carbone et de compréhension des impacts, et d'ailleurs pas que carbone, de nos infrastructures. Cette compréhension de l'hybridation, alors l'hybridation étant plutôt une démarche, un mouvement, que réellement un état statique. Et derrière, on va essayer de tirer ensemble des cas d'études spécifiques, bien entendu, et puis d'essayer d'identifier des leviers
à la fois d'évaluation et d'optimisation des impacts. Alors comme Nathalie pouvait le préciser, c'est une table ronde, donc nous sommes tous autour d'une table, n'hésitez surtout pas à exposer vos sujets, à m'interpeller, y compris si le sujet d'ailleurs n'est pas celui présentement situé sur la slide en cours. L'idée c'est qu'on puisse au maximum coller à vos contextes individuels et collectifs. Bien entendu qu'on a essayé d'envisager déjà des éléments pour amener du concret dans cette démarche et s'éloigner des éléments trop peu tangibles. Le premier enjeu qui est existant dans la démarche d'évaluation, c'est d'avoir une base de ce qu'on appelle apprendre, savoir, comprendre. C'est-à-dire que finalement, comme Nathalie pouvait le mentionner, à la fois aujourd'hui, nous sommes un groupe relativement hétérogène. On a beaucoup de profils qui sont investis dans ces démarches d'évaluation et d'optimisation de l'impact carbone, entre autres de l'IT et ici d'une infrastructure hybride. Et le premier enjeu, c'est d'avoir un niveau de compréhension, un niveau de connaissance commun, puisqu'une des problématiques serait finalement d'essayer de mettre en place des plans d'action qui soient inadaptés ou trop peu efficaces, de par un manque d'optimisation et un manque de connaissance des sujets. Donc on va revenir rapidement sur les grandes thématiques, les grands enjeux autour de ces sujets. Le premier, vous le connaissez tous, toutes et tous, en tout cas j'espère, globalement, donc on parle de carbone, mais le carbone ne fait pas tout. L'IT aujourd'hui, c'est un état des lieux qui peut être un petit peu inquiétant d'un point de vue purement carbone, vous le connaissez, l'IT c'est l'aérien, à peu près en termes d'émissions. Certes, on peut plus se dispenser d'un avion que d'une infrastructure IT, mais pour autant, c'est quand même à la fois impressionnant par ces chiffres, mais surtout par la vitesse de croissance aujourd'hui. Donc, des consommations d'énergie primaire. Donc là, on parle véritablement purement d'énergie, au-delà de simplement la notion de carbone. Donc, globalement, on est à l'échelle du monde, d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'électricité pure et dure, et puis de consommation d'eau, en particulier aussi sur les impacts aujourd'hui des potentiels rejets d'eau, donc et de consommation d'eau dans des zones à climat difficile où l'eau est moins accessible. Donc, premier enjeu, comprendre que, attention, le carbone ne doit pas être, pardonnez l'expression, l'arbre qui cache la forêt. Finalement, c'est bien qu'on a une somme d'enjeux que l'on doit tous adresser et qui sont tous interreliés. On va aujourd'hui se concentrer sur les impacts côté gaz à effet de serre, mais dans l'état de compréhension et dans les plans d'action, en particulier, par exemple, si on prend un exemple simple, lorsque l'on a des data centers, vous le connaissez sûrement, un des grands enjeux, c'est l'eau. La capacité de disponibilité d'eau pour refroidir et derrière le rejet d'eau dite chaude, puisque pour certains data centers aujourd'hui qui vont se positionner en bord de mer, ou les grands projets de les positionner sous l'eau, vont réchauffer les environnements locaux. Et donc, il faut se poser ces questions-là dans chaque situation. J'ai traité ou pas le carbone, abordé ou pas le carbone, mais quels sont les autres sujets? Rapidement, de cet état des lieux, on essaie d'avancer vers, portons-nous simplement sur purement le carbone. Pareil, je pense que je n'impressionne pas grand monde avec ces éléments, mais c'est toujours intéressant de se dire, aujourd'hui, si petit que ce soit, le numérique, c'est le 5e pays du monde, à échelle des émissions du 5e pays du monde. C'est de la même manière qu'on peut difficilement se dire la France, c'est tout petit par rapport aux émissions de la Chine, ne faisons rien. Aujourd'hui, le numérique a surtout une énorme croissance des émissions de gaz à effet de serre par an, sachant que c'est un modèle estimatif, puisqu'on reviendra un petit peu sur comment est-ce qu'on fait ces calculs d'émissions, où sont les points de source et comment est-ce qu'on peut les optimiser. Donc, aujourd'hui, notre enjeu particulier dans l'IT, certes, il y a une émission sur un périmètre stable, mais comme on peut le voir dans les démarches hybrides d'hybridation et de Move to Cloud aussi, c'est que ce qu'il faut surtout anticiper, c'est l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir, avec une omniprésence de l'IT. Et donc, comment est-ce que l'on fait pour avoir une diminution, n'oublions pas, de par nos entreprises respectives, pour toutes les grandes entreprises qui aujourd'hui suivent les engagements alignés avec l'accord de Paris, avec la stratégie nationale bas carbone ou avec des engagements type net zéro. Aujourd'hui, on parle bien d'ambition de diminution en valeur absolue et non pas uniquement en valeur relative. Certes, à l'échelle du monde, mais il faut que l'IT réussisse à participer à réduire ses émissions tout en maintenant la croissance actuelle. Autrement dit, vous le savez très bien, c'est factuellement impossible. Il va falloir que dans l'IT, on se pose des questions de notre participation aux autres activités et de parfois l'ultra-dépendance à l'environnement IT.
Je reprends un petit peu, c'est pour simplement qu'on ait les éléments de compréhension tout au long de nos échanges, puisque plus on va avancer, l'avantage énorme du Green IT, c'est qu'on a à la fois toutes les problématiques de compréhension des sujets green et toutes les problématiques de compréhension de l'IT. Autrement dit, un paquet de connaissances à avoir pour pouvoir au mieux éclairer nos décisions. Et donc on sait qu'aujourd'hui, globalement, les 3 grands tiers sont positionnés sur les énergies d'entrée, donc à la fois fossiles et dites bas carbone. Je ne suis pas là pour faire un sujet sur nucléaire bas carbone ou pas, je préviens tout de suite, mais techniquement, d'après la législation, on va pousser globalement tous les dérivés de pétrole dans les énergies fossiles et le reste dans les énergies dites bas carbone. Et donc sur les 3 grands pans, qu'une fois de plus vous connaissez, je n'en doute pas, nos data centers, comment est-ce que je stocke la donnée, tous les équipements pour stocker, y compris dans le cloud, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a quand même de l'infra derrière. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on affiche la donnée avec cette omniprésence des devices, donc type laptop, desktop et mobile, et puis toute la capacité réseau pour transporter la donnée, avec ce mouvement qui va s'effectuer, suivant qu'on va placer notre infrastructure depuis un environnement purement on-prem, hybride ou complètement full cloud, une omniprésence ou pas, et un impact sur le réseau particulièrement, et donc des développements de réseaux qui sont eux aussi émetteurs et capables de provoquer des effets rebonds, avec des usages forcément, ceux qu'on voit toujours, les usages particuliers souvent plutôt orientés divertissement, et donc nos usages d'entreprise, sachant que, bien entendu, que les deux sont poreux, il y a bien des entreprises derrière nos environnements de divertissement. Donc ceci étant dit, gros point, on se le garde en tête, stocker, afficher, transporter la donnée, nos 3 grands enjeux pour pouvoir travailler lorsque l'on effectue n'importe quel bilan et optimisation des émissions carbone. Donc, on le prend dans un sujet intéressant, c'est que d'un coup, comme vous l'aviez vu, on a nos sources d'énergie, et ça, c'est le grand enjeu de comprendre ce dont on parle. Dans consommation d'énergie primaire, on parle purement de l'énergie, dans le sens qu'elle soit d'origine fossile ou non, ou dite renouvelable ou bas carbone non renouvelable, d'où le sujet du nucléaire. Et donc, on se rend compte que finalement, durant la phase d'utilisation, on a la majorité, en effet, de la consommation d'énergie, et ça, c'est pas forcément ce qui nous vient immédiatement, avec une phase moins grande durant la partie de production, et je pense que vous connaissez toutes et tous le fait que globalement, la phase de production est celle aujourd'hui qui émet le plus. Tout simplement, de par des principes très simples qu'il faut avoir en tête, c'est que nous avons sur notre chaîne valeur de l'IT une ultra-dépendance aux énergies fossiles sur toute la phase amont. Donc, à partir du moment où on se met ça en tête, plus on fabrique, plus on a de risques d'émettre des gaz à effet de serre, puisque globalement, sur la chaîne d'utilisation et la chaîne de fin de vie, globalement, on a une capacité à ce qu'on appelle la substitution, donc à utiliser des sources d'énergie dites bas carbone pour produire de l'énergie. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est pour ça qu'on remet cette balance. On a une majorité de consommation d'énergie plutôt sur la phase d'utilisation, mais pour autant, on a la majorité des phases d'émission, enfin des émissions de carbone sur les phases de production. Or, aujourd'hui, si je pose la question globalement à l'ensemble d'entre vous, je pense qu'un des premiers mots qui vient quand on parle de Green IT, c'est éco-conception. Et dans l'éco-conception, on parle très souvent d'éco-conception visant à plutôt centrer sur les phases d'utilisation, optimiser l'utilisation, moins émettre dans la phase d'utilisation. Phase où on a déjà substitué, phase où aujourd'hui on n'émet pas le plus. Et donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans tous nos objectifs de transformation et de modification du modèle pour émettre moins, la logique première est bien celle d'agir là où sont les plus grosses bulles de carbone. Actuellement, on n'agit pas forcément exactement dans ce sens-là, on va vers celles qui sont les plus faciles à atteindre. Et donc, nos problématiques, c'est que, à moins que à 23 personnes réunies aujourd'hui en table ronde, nous ne trouvions une solution pour extraire des matières premières, fabriquer du plastique, acheminer les matières, les transformer et les livrer, je pense qu'on a plus intérêt à limiter, et je ne suis pas le seul, à limiter le besoin amont, et donc on en vient à quoi? Globalement, eh bien, moins on fabrique, moins on utilise de nouveaux devices, plus on est en mesure de diminuer nos émissions efficacement et rapidement. Donc j'en viens à ces démarches. Premier point sur les démarches d'hybridation aujourd'hui. Lorsque l'on va se positionner dans une démarche d'hybridation va être une évolution, un mouvement, un changement, et ce changement va immédiatement avoir des impacts. Merci, tout à fait Jean-Pierre. Alors, je ne pensais pas avoir la chance de pouvoir le dire une fois. Jean-Pierre, ça n'est pas mon dernier mot, mais vous avez raison, en haut à gauche, c'est de l'extraction.
comme quoi les pictogrammes sont plus efficaces que ce que j'ai pu écrire. Donc, on va tous comprendre extraction de matière première en haut à gauche. Tout à fait, merci. Exactement. Donc, pour revenir là-dessus, l'idée dans les démarches, dans la transformation, c'est qu'on ne peut pas se contenter de viser une cible de meilleure qualité. Il va falloir prendre en compte l'effet de modification et on reviendra sur le cas en expérimentant ensemble qu'est-ce qui se passe lorsque je suis un petit producteur qui s'appellerait fenêtre au pluriel en anglais et qui se déciderait de changer de système d'exploitation. Et qu'est-ce qui va se passer aussi lorsque je vais décider de faire ce qu'on appelle une démarche Move to Cloud ou une démarche d'hybridation? Qu'est-ce que je dois prendre en compte dans mon calcul? Donc, en effet, on a cette phase amont qui est particulièrement lourde et une certaine problématique globalement sur les phases de fin de vie aujourd'hui qui sont moins évaluées dans la plupart des modèles d'évaluation carbone classiquement entre le bilan carbone et le GHG protocole. Ceci étant dit, où en est-on? L'IT est un monde qui aime à se dire ultra croissant, de plus en plus omniprésent, et ainsi de suite. Globalement, on a surtout aujourd'hui une explosion donc de l'IT dit non conventionnel, c'est-à-dire ce qui va être aujourd'hui la présence de capteurs dans absolument tout, depuis la machine à café jusqu'à ma machine à laver à l'intérieur de ma maison, mais aussi au niveau d'un réseau d'énergie et compagnie. Donc l'idée, c'est de comprendre aujourd'hui que certes, on a une croissance, avec une croissance du nombre d'utilisateurs, une croissance légère de masse, mais surtout, on a une croissance de la présence de l'IT dans notre environnement, et donc on a un enjeu aujourd'hui qui est le fait qu'on augmente la charge sur nos réseaux, la charge sur nos serveurs, le volume de données, et donc là on va créer des nouvelles approches où il va nous manquer très souvent, il va nous manquer à tous, les ABAC, les modèles de calcul, et un moyen d'évaluer ce que va avoir comme impact l'augmentation d'objets collectés dits non standards, de capteurs, mais aussi de toute cette masse de données qui va apparaître, qui est certes, il fut un temps où, à l'explosion du Big Data, on parlait du nouvel or noir, pas forcément la meilleure des comparaisons, mais cette or de données, cette valeur de données, elle va provoquer potentiellement de la redondance, du stockage et ainsi de suite, et donc on va établir des nouvelles problématiques dues à ces créations. Alors, tout à fait, Céline, qui vous soulevez le point de l'IA qui aggrave la problématique. Et je reviendrai sur la non-transparence des émissions que vous soulevez aussi. C'est tout à fait le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a une explosion de présence de capteurs et de données. On n'a pas forcément visibilité sur ce qu'on va en faire immédiatement. On considère que plus de données, c'est plus qualitatif. Et en effet, on ajoute des usages d'IA, parfois de l'IA qui peut avoir une utilité, mais aussi des modèles d'IA qui sont donc très consommateurs en énergie, qui viennent remplacer d'autres consommations qu'on aurait pu s'éviter. Donc tout à fait, aujourd'hui on a cette double problématique, on augmente le volume de données, on pourrait potentiellement en faire plus de valeur, c'est ce qu'on espère imaginer, et puis on fait exploser les modèles d'IA. Aujourd'hui, donc globalement, on en revient justement à ça. Qu'est-ce qu'on a comme pilier d'émissions? Et là, je pense que c'est un sujet très important dans toute démarche. Vous devez aussi, pour certains et certaines, connaître ce principe, les émissions induites, éviter et séquestrer. Premier principe, on va tout de suite se mettre dans la besace. On ne soustrait pas des émissions les unes aux autres. On ne peut pas dire, j'en ai évité 3, mais j'en ai 4 induites, il m'en reste une. Parce que globalement, rien ne se soustrait, rien ne s'additionne, tout existe et tout doit être pris dans le même sens. Mais le premier, c'est qu'on va forcément considérer que on a des émissions qu'on provoque, nous, par nos activités, donc l'IT étant, d'un coup, vous vous rendez compte, l'IT est responsable d'énormément d'émissions un peu partout et participe à énormément d'émissions. La preuve, on est partout, sans être Big Brother. Et donc aujourd'hui, l'IT a une question énorme à se dire, où est la fin de mon périmètre? Aujourd'hui, lorsque je décide d'hybrider ou par exemple de faire un move to cloud, est-ce que j'ai le droit de dire que tout ce qui est passé dans mon cloud, c'est plus mon périmètre, entre guillemets, c'est plus mon problème? La réponse étant bien sûr que non, mais globalement, étonnamment, c'est ce que vous disent à peu près tous les fournisseurs de cloud. On a les émissions à éviter, où là, on va se poser la question de l'impact qu'on peut avoir sur notre chaîne de valeur. Est-ce que j'ai pas aidé mon voisin? Est-ce que, en mettant en place par exemple, une gestion d'identité que je vais entièrement centrer sur le cloud, j'ai peut-être réussi à décommissionner des serveurs d'identité qui tournaient on-prem ou une partie qui était hybridée et qui va donc me permettre d'enlever ces serveurs de la chaîne de valeur. Certes, j'ai de la fin de vie ou de la réutilisation, mais d'un coup, ils ne tournent plus. J'ai un petit peu gagné. Et puis, le dernier point, et celui-là, je me permettrai en particulier aujourd'hui de le mettre de côté,
la partie séquestration. Partie séquestration qu'on présente très souvent en premier. Or, commençons par calculer les émissions induites et les diminuer. Ensuite, on évite et on finit par séquestrer. On ne prend pas le sujet dans l'autre sens, parce que sinon, on se trompe de problème. Et en effet, par contre, c'est beaucoup plus simple, et je mets d'immenses guillemets, de parler d'émissions séquestrées que de travailler sur la diminution de ces émissions induites. Donc, de ces trois grands modes d'émission, on les a vus, qui sont interdépendantes, mais qui ont bien un ordre, entre induite, éviter et séquestrer. Ah, pardon. Alors, tout à fait Céline, et on va y venir sur le sujet. En effet, dans une démarche qu'on pouvait avoir de transmission, Céline, vous réagissez sur l'exemple de dire « je suis passé vers du cloud, j'ai des émissions à éviter », mais peut-être que finalement, mon serveur que je faisais tourner, il tournait très bien, il avait un cycle de vie plus long, et je le maîtrisais mieux. C'est tout à fait une possibilité, c'est pour ça qu'on va en parler, mais on travaille sur des scénarios. On ne peut pas se contenter de se dire globalement, c'est mieux pour l'avenir, c'est mieux en consommation immédiate. On doit travailler sur tout à fait la démarche et de se dire, est-ce que mon serveur, nous le cas qu'on peut avoir, vous le connaissez peut-être, mais j'ai mon serveur d'identité qui est un vieux Windows Server 2012 R2, il commence à être fichtrement obsolète, il est aussi pas mal bourré de failles. Je me pose la question parce que j'ai déjà le besoin de le transitionner vers autre chose. Est-ce que je peux le transitionner vers une solution qui soit moins émettrice? Et là, on va calculer sur l'ensemble d'une durée de vie ce qui va se passer. Alors honnêtement, c'est ce qu'il faut faire. Parmi vous, levez la main ceux qui ont déjà eu le cas de faire ça. Je suis pas sûr qu'on soit très nombreux. Ah, merci Céline. Merci d'avoir levé la main. Ça me rassure sur l'avenir du monde. Au moins, vous l'avez fait, parce que très souvent, c'est pas exactement la démarche qui va leader l'élément, mais en effet, on peut revenir. Il fut un temps où, lorsqu'on avait besoin d'un serveur, on faisait un bon de commande, ça nous mettait entre 1 et 3 ans parce que c'est extrêmement compliqué. C'était une galère avec la partie achat et ensuite il fallait essayer de se commissionner ça. Donc on se bichonnait son serveur, il était aux petits oignons. On avait tellement eu de difficultés à l'avoir. Et comme c'était une immobilisation, donc d'un point de vue financier aussi, augmenter sa durée de vie, c'était rentable et tout le monde avait été content entre grandes guillemets. Et puis est venu ce move to cloud qui aujourd'hui, on travaille sur du FinOps parce qu'on fait exploser les consommations financières, sur du GreenOps parce qu'on fait exploser les émissions carbone, mais finalement, en quelques clics, je peux avoir un service et surtout ne plus avoir la responsabilité de l'infra derrière. C'est le risque de l'hybridation aussi. Et donc, on ne se pose plus ces questions intermédiaires aussi parce qu'on a beaucoup moins le temps. Et donc, c'est comme ça qu'on a essayé de vous positionner ce schéma assez classique. C'est ce passage d'émissions qui sont dues à une consommation d'énergie chez nous. Alors, production, je pense que vous n'êtes pas nombreux à faire tourner, d'avoir des centrales énergétiques pour produire de l'énergie ou des petits générateurs, mais globalement, surtout le scope 2, donc à consommer de l'énergie de réseau pour faire tourner des serveurs. Donc, celle-là, on l'avait à l'origine, et quand on passe vers le cloud, hop, on pousse tout ça gentiment vers le scope 3. Vers mon scope 3, alors je n'ai plus j'essaie d'éviter les émissions de fabrication parce que mes hyperscalers me donnent pas les informations et si ça m'arrange, je vais pas les compter. Ou si je veux les compter, je ne peux pas. Donc dans tous les cas, pile je gagne, face tu perds. Donc c'est un peu problématique. Et puis sur les données de consommation d'usage, même celles-ci, on a quand même un peu de mal à les obtenir correctement. Et au milieu se positionnent nos équipements, où de plus en plus aussi, on se tourne vers des notions de contractualisation à l'usage, et il est toujours plus compliqué d'établir la comptabilité réelle de ce que l'on émet. Tout à fait, et on va y venir, Céline, c'est un énorme problème. Le problème premier, c'est que vos hyperscalers, ils vous disent un petit peu ce qu'ils veulent. Et comme ils veulent pas vous dire qu'ils émettent beaucoup de carbone, eh bien, ils vous disent qu'ils sont extrêmement green. Et d'où ce qu'on 1, 2, 3, 4, 5. Ce que l'on conseille principalement, c'est donc d'avoir une approche purement systémique d'ACV permanente. Alors, ça c'est vachement bien quand on est consultant. Dommage, c'est mon cas. Mais ça veut dire qu'il faut prendre ce temps de partir et je l'ai pris, le projet d'IA. Parce qu'aujourd'hui, qui n'a pas quelqu'un qui a son projet IA? Et on connaît aussi la difficulté étant que plus la personne initiatrice du projet IA est positionnée haut dans la hiérarchie de l'entreprise, plus on risque d'activer des projets sans forcément être passé par toutes ces étapes. Et donc avoir créé par l'ACV
une forme de calculette carbone, d'abac carbone, certains parlent de sac à dos carbone, peu importe, mais de modèles de calcul qui va permettre de se donner des freins, des limites, et puis une manière de représenter concrètement, physiquement ce que c'est. J'ai mon projet d'IA, c'est super. J'ai donc toute ma partie applicative. Et là, on y va. Service logiciel, alors B2B, B2C, très bien. Tout ça, je vais l'avoir. Éco-conception, très bien. GreenOps, pourquoi pas. Super. Ah, mais je fais bien tourner ça sur des équipements. Des équipements dans mon entreprise. Projet d'IA, souvent, ça veut dire qu'a priori, mon Pentium 2 Windows 95, il va avoir du mal à le faire tourner. Donc, on va commencer à réinvestir sur des machines qui ont un petit peu de puissance de calcul. Que ce soit au niveau de mon équipement local, mais aussi au niveau de l'hosting. Je vais demander soit à mes serveurs propres, soit à mon cloud provider de me fournir de la puissance de calcul. Lui, il adore. Mais derrière, plus j'augmente ma puissance de calcul, plus directement j'émets. Et puis, pour faire le lien entre mes machines de guerre chez moi et puis mon hosting de guerre, pareil, il va falloir que je sois en capacité à avoir un réseau qui soit un petit peu solide, parce qu'en plus, on a créé un phénomène très simple, on n'aime pas trop attendre. Et là-haut, je vais avoir mon RAG, parce que ça me fait bien de dire, moi j'ai mon RAG, donc mon projet d'IA, où je vais lui trouver plein d'intérêts, et mon projet d'IA pourrait être sur, vous savez, des émissions évitées. Mon projet d'IA va me permettre d'avoir un bâtiment piloté qui va diminuer de 12% les émissions de l'éclairage à l'intérieur de ma tour. Super. Est-ce qu'on a fait le calcul sur tout le cycle de vie et l'ensemble de notre projet de transformation? Pourquoi c'est important? Si on se lance dans le projet et qu'on veut le faire après, on ne le fera pas. Soyons honnêtes. Parce que s'il donne des effets a posteriori, on n'a pas très envie de derrière aller chercher l'information parce qu'on va se rajouter une épine. Et de l'autre côté, en plus de ça, c'est beaucoup plus simple de passer sur une espèce de modèle théorique où on va essayer de faire ce calcul et de faire un choix. J'y vais ou j'y vais pas? Idéalement, normalement, cela n'est pas aligné avec mes ambitions et mes objectifs d'entreprise. Je ne peux pas me permettre d'un point de vue carbone de le faire. À moins que les fameux 12% d'économie s'équilibrent et je peux faire ce choix-là. Mais donc, on a cette problématique double. C'est que aujourd'hui, on est obligé dans l'IT, et je pèse mes mots, nous sommes obligés d'avoir une approche systémique de par deux critères. Premièrement, l'IT est diffusé dans tous les secteurs, donc n'importe quel secteur vulnérable, si je me lie au bâtiment par exemple, si je ne fais pas mes évaluations carbone, je me mets dans un cycle où potentiellement, si la loi sur le bâtiment évolue, je crois qu'elle a déjà bien évolué, c'est pour ça qu'on a eu autant de constructions qui ont été initiées avant 2020, parce que s'il vous plaît, on pourrait ne pas s'envoyer RE 2020 qui a été lancé en 21, parce que les obligations nous font des diminutions d'émissions tous les 5 ans, ça m'arrange pas du tout d'avoir ça. Si je suis dans l'IT là-dedans, il faut que je participe à ça. Et de l'autre côté, je suis exposé au risque de transition de chacun de mes acteurs, c'est-à-dire que si demain j'ai de l'IT dans mon entreprise ou que je diffuse de l'IT dans l'entreprise du voisin et que lui prend des ambitions, il faut que je puisse les porter. Et je ne pourrais pas porter des ambitions bas carbone sans faire un calcul global sur l'ensemble d'une chaîne de valeur. Et on prend le cas. Celui-là, souvent, est un petit peu poil à gratter. Bonjour, je m'appelle Microsoft, j'ai décidé aujourd'hui que Windows 10, c'est fini. Oui, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de Windows 11, mais en fait, j'ai changé d'avis. Et d'ailleurs, ils nous ont déjà dit, oui, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de Windows 12, mais peut-être. Qu'est-ce qu'on fait avec une évolution de Windows 12, de Windows 10? On arrête totalement le support. Quand je vais arrêter le support, je l'arrête pour des raisons matérielles. Je vais empêcher des machines de transitionner. À partir du moment où je le fais, deux phénomènes. Vous le voyez, la fabrication et donc les émissions de fabrication, il va bien falloir qu'on compense ces machines. Et peut-être une des pires choses derrière en plus, tout le parc machine qui n'est pas adaptable, globalement, à part si vous avez tous envie de faire de l'Ubuntu, vous ne pouvez plus le faire tourner. Et c'est quand même un vrai impact. Ça ne veut pas dire que on ne doit pas, on ne peut pas, etc. Ça n'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement nécessaire à dire. Aujourd'hui, lorsque j'ai une migration Windows 10 vers Windows 11, est-ce que j'ai calculé ces impacts-là? Malheureusement, oui, tout à fait. Merci Céline. C'est-à-dire que cette pratique de évolution logicielle qui se limite à un matériel, en effet, sur la partie bête stockage, on a clairement aujourd'hui des évolutions qui nous obligent à le faire. Et je vais même vous dire, parfois, on a des interactions. C'est-à-dire que là, lorsqu'il y a la fin de Windows 10 vers un passage à Windows 11, ça s'accompagne aussi de petits signaux. Ah oui, mais on va changer le standard aussi de gestion des printers. Donc, préparez-vous parce qu'à terme, vos imprimantes, vous ne pourrez plus les utiliser. En tout cas, celles qui ne sont pas dans mon nouveau standard. Et puis, on va avancer, ainsi de suite, en petit à petit,
réduisant par de l'obsolescence logicielle en réalité, s'appuyant sur l'atteinte au matériel. Et donc, on crée des cycles, mais qui sont quand même vicieux. Et aujourd'hui, peu de gens ont fait une levée de bouclier lorsqu'il a été question d'abandonner Windows 10 avec cet impact carbone. Donc là, j'ai mon effet d'hybridation, mon effet de changement. Aujourd'hui, malheureusement, la seule chose, c'est comment est-ce qu'on fait une part de lobbying pour empêcher ces principes d'obsolescence. Certains groupes de travail sont présents là-dessus. Il est vrai que l'actualité présente ne pousse pas véritablement vers ces actions de lobbying. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen. Entendons-nous bien. Je ne crois pas. Je peux aussi demander parmi nous qui veut lever la main pour aller toquer à la porte de Microsoft pour leur dire « Dis donc, la migration carbone, c'est pas fou quand même », et de voir ce qu'ils vont nous répondre. Globalement, aujourd'hui, c'est pas la tendance, c'est pas la manière de se projeter. Mais il faut avoir ça en tête, c'est que je viens d'avoir un effet sur mon effet transitionnel qui en plus s'accompagne sur le Windows 10 vers Windows 11 aussi avec beaucoup justement de move to cloud de services. De plus en plus, on se cloudifie sur les workstations. Eh bien, on va avoir mes impacts de fabrication, mes impacts de fin de vie qui dans l'IT sont encore peu explorés, qui sont là aggravés par le fait qu'on empêche la réutilisation. Donc, on ne peut pas augmenter sa durée de vie là-dessus. Donc, on a de l'obsolescence qui était tout à fait dispensable. Et derrière, on a en plus les phénomènes de même d'usage et de modification. On parlera d'un sujet, c'est que ça provoque du change. Et d'ailleurs, je peux me permettre de vous inviter à aller lire un magnifique livre blanc sur la fatigue du changement et donc le fait qu'aujourd'hui l'IT est aussi provocateur de ça. C'est moins carbone, mais c'est intéressant. Et tout à fait aujourd'hui, Céline, comme vous le soulevez, les migrations et les évolutions vers du cloud aujourd'hui permettent de verrouiller du service et donc on devient, mais un peu captif. Alors parfois avec beaucoup de bonheur parce que c'est super les services, mais quand même ça nous empêche d'avoir forcément un levier d'action. Aujourd'hui, l'autre point, c'est le classique. Je migre vers du cloud, full cloud, approche hybride et ainsi de suite. Alors je sens venir les esprits chagrins. Oui Jean-Pierre, le XXXXX au milieu, ça ne devrait pas être là. Et il n'y a pas de sens. Ne cherchez pas, il n'y a pas de message caché derrière tout ça. Donc les premiers éléments qu'on va avoir sur les migrations vers du cloud ou vers de l'hybridation. Lorsque l'on fait ce choix-là, il faut calculer donc remonter à la fin de vie de mes serveurs physiques. Donc je vais accélérer leur fin de vie. Est-ce que j'ai bien pris en compte l'amortissement de leurs émissions de fabrication? Est-ce que j'ai vraiment atteint ce niveau-là? Et de l'autre côté, le fait que je vais me poser la même question à mon hyperscaler la plupart du temps lorsque je vais passer dans du cloud. Vous pouvez me donner les informations et on va revenir sur cet effet extrêmement opaque. Globalement, on a beaucoup de mal à l'avoir, à connaître la durée de vie de leur serveur, à savoir comment est-ce que nos infrastructures, une fois qu'elles sont cloudifiées, elles sont calculables, elles peuvent être suivies en dehors de la notion globalement de kilo-euro. Toutes les phases de migration et parfois très durablement. Et il y a un énorme risque, on le connaît dans les migrations, dans les move to cloud ou les hybridations, c'est le double run. Et parfois on a des double runs ad vitam aeternam, parce qu'on a juste oublié de décommissionner, parce qu'on n'a pas fait une démarche qui le prenait en compte, et puis on s'en rend pas compte. Et donc c'est là où en plus les calculateurs carbone et les calculateurs kilo-euro, c'est un peu une aide. Ça nous permet quand même de suivre ça. Et c'est un des risques aussi, c'est que d'un coup on a des émissions qu'on va maintenir et dont on ne sait plus exactement la raison ou même l'existence. Sur la partie énergie data center, on a les deux points. Aujourd'hui, on va runner. Vous les connaissez tous. Tous les grands cloud providers, tous les grands hyperscalers, ils vont nous expliquer qu'ils ont mis des panneaux solaires sur leur data center en Arizona. OK. Aujourd'hui, quand ils construisent des centrales, à quoi tournent-elles? Lorsqu'ils installent des data centers, où sont-ils situés? Donc, quel est le mix énergétique local? Est-ce qu'aujourd'hui, les data centers participent à des mix énergétiques locaux améliorés? Malheureusement, la plupart des réponses sont plutôt négatives. C'est aujourd'hui un levier d'action qui n'est pas utilisé par les cloud providers. Et si vous regardez la localisation, on a quand même quelques surprises parce que ça suit globalement tout le globe et il y a des régions où, en particulier sur d'autres dépendances que le carbone, sur l'eau par exemple, c'est particulièrement négatif. Et donc on a forcément toute la notion d'exploitation de ressources naturelles, de l'eau, des ressources abiotiques, donc toutes les ressources qui ne sont les matières, donc les métaux, les terres rares, etc. Tout ça, ça a un énorme impact dans le move to cloud et surtout comme ça a un impact d'opacification, ça peut être problématique. Et puis le grand classique, l'effet rebond du cloud. Super, j'ai permis de commissionner en un clic. Une fois que je l'ai fait, je vais avoir des problématiques majeures. Ces problématiques, elles vont être globalement, est-ce que je suis capable d'évaluer l'augmentation d'usage de mes utilisateurs et d'en créer une hypothèse de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vais revenir justement sur ce gros point. C'est
quel est le problème majeur dans les hybridations et dans les démarches full cloud? Et j'adore cette petite phrase, mais hyper opacité des hyperscalers. Donc globalement, on n'a pas d'infos. Vous connaissez les grands classiques, AWS, Google Cloud, Azure. On met du Oracle si vous voulez, et puis on se permet un cocorico avec du OVH, même si n'oublions pas, OVH est une goutte d'eau, et dans le milieu data center, il en faut des gouttes d'eau pour les refroidir. Donc aujourd'hui, c'est assez simple. Vous connaissez, c'est une démarche aussi politique, donc on ne va pas vers le mieux sur ces démarches-là. Les grands cloud providers américains communiquent très peu sur leurs émissions. Et quand je dis très peu, je suis très gentil. Communiquent un petit peu sur les émissions de scope 1, donc production d'énergie sur place, production et consommation d'énergie sur place, on va le dire, quand ça les arrange. Si vous regardez Google Cloud, il se positionne sur une partie, qui est globalement la production d'énergie via des groupes électro et puis les fluides frigo, donc tout ce qui va être refroidissement, mais des sites. AWS clairement ne dit pas sur quoi ils émettent aujourd'hui, sur quel périmètre ils émettent, et ça c'est problématique. C'est que on a le double effet, c'est quel est le degré d'hypothèse que vous avez et quelle est la donnée que vous avez. Et aujourd'hui, normalement, lorsque très intéressant, Samir. Je vais y venir tout de suite. Justement, la difficulté aujourd'hui, ça va être de se dire comment est-ce que je peux comparer des chiffres quand j'en ai? Déjà, est-ce que j'en ai? Et quand j'en ai, est-ce que je peux les comparer? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en capacité de supplanter, si j'essaie de reformuler ce que vous me dites, si je comprends bien, Samir, est-ce que je suis en capacité de supplanter le calcul que me donnent mes cloud providers en toute transparence? Non. C'est d'ailleurs le problème, c'est que nous sommes dépendants des données qu'ils nous fournissent. Aujourd'hui, lorsqu'on va chercher à faire des calculs, je vais vous donner une petite calculette intéressante, juste la slide d'après. Lorsqu'on va chercher à faire des calculs, on ne veut pas juste que notre cloud provider, ils disent « Moi, j'ai diminué de 12% mes émissions de scope 1. Vous avez mis quoi dans votre scope 1? Qu'est-ce que vous calculez? Est-ce que je peux avoir votre bilan carbone ?» Donc la question qui revient aussi à celle que vous soulevez, Harmonie, dans un bilan carbone, je ne peux pas prendre en compte la mesure du cloud. Je vous dirais, soyez très prudente sur la mesure du cloud que vous donne votre cloud provider. Parce que ce que devrait vous donner votre cloud provider, c'est la division scope 1, 2 et 3. Donc, que ce soit sur la méthode bilan carbone, bon, ils vont pas le faire, ils sont pas très français. Mais JSJ protocole, ISO 17069 sur le reporting, ils devraient vous donner un gros tableau en vous disant, voilà nos émissions. Et après, on peut faire des balances, des abacs, etc. Mais si on n'a pas les chiffres de départ, les balances et les abacs, pipeau. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas prendre en compte la mesure que nous donnent nos cloud providers. Parce que quand vous regardez bien, si vous êtes chez AWS, eh bien, vous ne savez pas comment est-ce qu'ils ont calculé leur scope 1. Le scope 2 est market-based, donc globalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça veut dire qu'ils ont acheté des certificats, de l'énergie avec certificat d'origine. Ça veut dire qu'ils n'ont rien changé à la physique du monde, globalement. Donc, ils vous ont pas dit comment est-ce qu'ils ont eu l'énergie de scope 1. L'énergie de scope 2, globalement, c'est du marché et toutes les grandes méthodes vous le disent. Si vous voulez suivre les vrais accords, vous pouvez faire du market-based, mais calculer le location-based, donc basé sur l'état des lieux, où est-ce que je suis situé, ils vous le disent pas, et le scope 3 est vide. Pour des gens dont la principale source, ça va être que AWS renouvelle ses serveurs à tour de bras, donc, il y a énormément d'émissions de fabrication, énormément d'émissions de fin de vie normalement, ne prend pas en compte les immobilisations de la construction des data centers et du réseau. Ça me paraît un petit peu léger que de considérer leurs mesures. À minima, soyons prudents, par exemple, chez un GCP, de pouvoir dire, essayer d'évaluer, ça doit représenter une certaine proportion de leurs émissions. Et on ne va pas jusqu'au, vous savez, les jolis tableaux de bord avec des chiffres, des graphiques, etc., qui vont vous dire, ce mois-ci, vous avez émis plus ou moins de carbone, relativement normalement à l'usage de data center spécifique et compagnie. Donc, est-ce qu'on peut supplanter leurs calculs compliqués? On peut les critiquer, on peut essayer d'évaluer à quel point ils sont hypothétiques. Et est-ce qu'on peut prendre en compte, globalement, peut-être en allant chez d'autres cloud providers transparents? Je n'ai pas d'autre réponse aujourd'hui que ça, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter sur une qualité de données de la part des grands cloud providers. On est même allé dans certaines situations à certaines entreprises qui vont demander « Oui, mais attendez, moi, lorsque j'ai mon équipe à Singapour qui fait tourner, je voudrais comprendre quelle est leur source d'émissions, enfin, quel est leur volume d'émissions comparativement à mon équipe à Toulouse. » Eh bien, aujourd'hui, les cloud providers vont vous donner des jolis dashboards, mais la donnée réelle derrière, compliquée. Alors, est-ce qu'on peut prendre en compte les émissions du cloud dans un bilan carbone? Oui, si on est en capacité
d'avoir lot par lot, onglet par onglet, poste d'émission par poste d'émission, de la part de son cloud provider, les informations. Et non pas ne pas se contenter aujourd'hui, par exemple, des balances économiques au kilo-euro, 1 kilo-euro chez GCP dans le cloud, ça vaut tant de tonnes CO2 ou tant de kilos CO2, parce qu'aujourd'hui, ce détail est quand même extrêmement peu clair et manque beaucoup d'informations. Et donc, cette logique, cet abac qu'on essaie d'avoir, c'est plutôt d'aller chercher les bilans d'émissions de la part des cloud providers pour pouvoir comparer. Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, si demain, vous vous positionnez avec une infrastructure on-prem, normalement, je ne dis pas que c'est beaucoup plus simple, mais vous êtes en capacité de faire votre calcul sur l'ensemble de vos scopes. Alors, autre problématique, vous le savez, c'est qu'aujourd'hui, on peut être du simple au x10 lorsqu'il s'agit du calcul d'émissions par un fournisseur aujourd'hui, je sais pas, Dell vous fournit un serveur, et les informations qu'il va vous donner, c'est compliqué aussi d'avoir une information fiable. Mais là, on n'est pas au niveau de la fiabilité, on est au niveau du fait que vos cloud providers donnent des chiffres, avec derrière des hypothèses qui ne sont pas décrites et un périmètre qui n'est pas décrit. Donc, soyons prudents, mais la problématique que vous devez avoir, peut-être que, dites-moi si je me trompe, mais a priori, c'est que potentiellement, vos voisins, nos voisins, eux vont dire « Alors, mon Move to Cloud m'a donné une diminution d'émissions de 92%. » Et à ma connaissance, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est pas possible. C'est pas possible parce que si on peut avoir des réductions marginales, mais on a tous ces effets qu'on a décrits avant, des effets de transition, donc des effets d'abandon et d'obsolescence, des effets aujourd'hui rebond. Et donc c'est pas possible de considérer que réellement on a fait ces diminutions. Mais quand je vous donne le 92%, il tombe pas de ma besace. Vous allez regarder les études globalement des grands cloud providers et d'un grand cabinet aussi qui s'est permis d'écrire ça noir sur blanc. Ça n'a pas de sens. Passons, si je me permets, parce que le temps passe et je parle beaucoup trop. Mais merci en tout cas, c'est très agréable de pouvoir avoir quelques interactions comme ça. Je suis désolé si je donne parfois des avis un petit peu négatifs. Le cloud, c'est super quand même. C'est juste que c'est un petit peu la solution facile pour masquer des émissions que ne vont pas communiquer les cloud providers aujourd'hui. Et le grand levier, je vous le redis, si on n'a pas de pouvoir politique qui pousse, ça devient très compliqué d'obliger ces gens-là à nous donner des émissions. On y va, on est positif. Il n'y a pas que la question de comment on fait la guerre, il y a la question aussi de comment est-ce qu'on va diminuer quand même nos émissions pour essayer de laisser un monde à peu près vivable. Et bêtement, un monde vivable, c'est aussi un monde où on fait tourner des data centers. Donc ça, vous connaissez, je pense aussi ces logiques-là. Il s'agit de se rendre possible notre capacité à produire et à travailler. Et donc, on a essayé de le remettre là un petit peu. Donc, on repart nos piliers d'émissions. On les a vus avant. C'est pour ça qu'on se les a mis en tête. Nos émissions induites, qu'est-ce que je produis, comment je diminue. Mes émissions évitées, super, je suis l'IT, je peux participer à diminuer les émissions des autres postes de mon entreprise ou en amont, en aval, de mes clients ou de mes fournisseurs. Ce qui me donne ces leviers, je réduis les émissions des autres et je finis par augmenter les puits de carbone. Et à la fin, ce qu'il reste, je le séquestre. Mais faisons un plan qui, de grâce, nous permet d'avoir une diminution de nos émissions et qui dit, ce qui reste, je vais le compenser. Parce que nous, on commence par dire, j'en ai compensé, tiens, si j'en émettais un petit peu plus. Et ça n'est pas fonctionnel aujourd'hui dans la démarche. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'échelle du monde, ce que l'on doit faire, c'est une réduction des émissions. Je pense qu'un des grands enjeux qui est à comprendre, le carbone, on se l'entend, est un problème de stock et pas un problème de flux. Il faut qu'on arrive à diminuer le carbone qu'on met dans l'atmosphère. Et lui, il y reste. Donc on en envoie des quantités, et qu'est-ce qu'on dit? J'en ai envoyé moins cette année. C'est super les humains, mais on a toujours plus de stock là-haut. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on transfère du carbone qui est sous une autre forme, solide ou gazeuse, ou liquide, enfin plutôt liquide ou solide, et on l'envoie sous forme de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc on garde ça en tête, le premier élément, réduire ses émissions, réduire sa chaîne de valeur, et finir par des puits. Si j'ai pas fait les premiers, ça sert à rien de penser à la fin, quand même. Donc, quand j'ai acheté un billet d'avion, j'ai planté des arbres. En vrai, le truc, c'est super, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que mon provider a fait pour déjà les diminuer? Donc, on a un monde qui est fait entre deux choses. D'un côté, ce qu'on appelle donc des produits-services autotéliques, c'est des produits et services qui tournent pour eux-mêmes. C'est de l'IT pour l'IT. De l'IT qui couvre un besoin qui n'existait pas. C'est bien aussi. Je ne dis pas que c'est pas bien. Beaucoup dans le divertissement, par exemple. Moi, j'aime bien. Je dis pas qu'un Netflix and chill, c'est quand même moins bien si j'ai plus de Netflix, parce que je chill beaucoup moins. Mais pour autant, ces premiers éléments, c'est que ce qui n'est pas indispensable, je dois prioritairement
positionner mes efforts dessus pour essayer d'amener une diminution. Ce sera quand même plus simple de s'en passer. Et de l'autre côté, tous nos produits instrumentaux, à ce moment-là, eux, ils ont ce deuxième levier. Donc on revoit mes produits et services qui n'ont pas d'autre usage qu'eux-mêmes. Eh bien, ces produits et services vont avoir un seul levier, diminuer de manière absolue leurs émissions. Et mes produits et services instrumentaux, eux, vont avoir la capacité à diminuer leurs émissions propres, et diminuer les émissions d'autres services. Donc, globalement, il faut que je prenne en compte que lorsque mon monde est monde, actuellement, mon monde a un état, bon, il est en évolution, mais il a un état statique. Tous mes services qui aujourd'hui ne tournent pas, tous mes services qui ne tournent pas globalement en 1, 2, 3. Tous les services qui ne tournent pas encore en termes d'évolution, il faudrait que je les fasse. Je n'y aspire pas. Je suis Netflix. Elle est bien, mon infra. Ça marche super. C'est très bien. J'ai déjà pas mal émis à la faire tourner. Dans un premier temps, il ne faut pas que j'augmente ce qui va être le plus dangereux, donc de la production. Il faudrait que j'essaie, dans un premier temps, d'identifier ce sujet et de le bloquer. Et de l'autre côté, de me dire, bon, les gars, gros sujet, plutôt que de prendre les 3/4 de la capacité de puissance d'AWS, je vous propose qu'on fasse un truc. La prochaine démarche, c'est comment on diminue nos émissions. Périmètre égal, sans modification d'infra. Et les autres services aujourd'hui, eux doivent se poser la question, et nous devons nous poser la question, lorsque je vais décider de faire un move to cloud complet de mon infrastructure de poste de travail, est-ce que j'ai participé à des diminutions à mon échelle? Est-ce que j'ai fait ces calculs-là? Est-ce que j'ai participé à des diminutions à d'autres échelles, vis-à-vis de l'ensemble de ma chaîne de valeur ou de mon entreprise? Et c'est là où il y a réellement un enjeu pour pouvoir participer à ces efforts-là, et qu'il faut avoir ça en tête, ne pas se poser la question des puits de carbone lorsqu'on en est déjà à se dire mon service, il n'a aucune chance d'amener une diminution. Et donc on se pose ces questions. Premier point, on l'a entendu, est-ce que mon service, il est compatible avec un monde bas carbone? Et ça c'est trop bien, parce que ça nous permet de dire quoi? Il faut que je prenne ce que j'ai en termes d'infrastructure, mon infra pure, qu'elle soit on-prem, qu'elle soit hybride, qu'elle soit cloud, et donc je vais lui amener à cette modification. Est-ce que mon infra bas carbone, elle marche dans cette hybridation? Est-ce que mon hybridation ou ma cloudification, elle est une marche dans ce monde bas carbone? Mais là où c'est trop bien, c'est qu'il va falloir se dire, bien sûr, c'est quoi un monde bas carbone? C'est quoi mon monde bas carbone? Parce que jusqu'ici, entendons-nous, on l'entend tous très bien. Oh, c'est le monde net zéro. C'est quoi le monde net zéro? Est-ce qu'on s'est posé la question de moi, mon entreprise, mon activité, elle se positionne où là-dedans? Parce que peut-être que mon activité, elle va être comprimée, peut-être que mon activité, elle va être indispensable. J'espère, parce que sinon je vais avoir plus de mal dans mon travail. Et donc on se pose ces questions et on participe. Là, les premiers enjeux. Vous vous souvenez, le premier élément que j'ai pu aborder dans cette présentation, c'est le savoir comprendre. Eh bien, il le faut, parce que si on n'a pas le savoir comprendre, on ne peut pas imaginer ce monde-là. Et en plus de ça, même si on est cette petite niche de sachants qui comprend le monde bas carbone, on ne va pas embarquer nos équipes derrière. Et au moment où il va falloir dire non, parce qu'il y a le oui, il est facile, celui-là, il est bien, mais le moment où il va falloir dire non, le moment où il va falloir dire non, je suis désolé, mais le renouvellement de ta workstation, ça fait que 3 ans et demi. Le cycle, c'est que maintenant, c'est 7. Donc, pour l'instant, je ne peux pas. Le moment où il va falloir se dire, ce que j'adorerais, on est dans un comité de direction et pour raison carbone, on décide que ce plan ne se fera pas et pas en l'état parce que les hypothèses sont trop importantes, parce que les émissions futures sont trop importantes, parce qu'on rend obsolète du matériel qui a encore une fonctionnalité et qu'on se met au défi de dire très bien, ma problématique c'est l'obsolescence des serveurs. Ces serveurs-là, trouvez-moi un usage et là on a un go. C'est ça qui est important. Et imaginez notre cible 2030, 2050. Et 2030 et 2050, c'est pas que des chiffres, c'est pas moins 50%, moins 94%. C'est qu'il faut imaginer le dispositif qui va dedans. Un cas que on exprime souvent. Toute une chaîne de valeur est construite autour de l'agriculture. Imaginons que j'ai besoin d'exploiter du blé ou n'importe quelle autre céréale pour produire plein de choses. Entre autres, globalement, on est, nous, dans nos économies et dans notre alimentation, extrêmement dépendants du blé. Allons-y, mangeons du pain, des pâtes, on a quand même besoin de ça. C'est quoi un monde bas carbone? C'est quoi un monde supportable? Parce qu'il y a un moment où on va se rendre compte que dans notre monde de 2050 à 3,5 degrés,
tiens, j'ai des zones entières où je peux plus produire. Parce que j'ai tellement réchauffé l'atmosphère et j'ai tellement créé des problèmes d'accès à l'eau que globalement, je peux plus produire. Alors c'est cool parce que j'aurai une infra IT cloud qui marginalement émettra beaucoup moins, mais comme je pourrais plus vendre de pâtes, comme on peut se permettre de dire trivialement, ça m'en fait quand même une belle jambe. Donc, c'est cette analyse prospective qui sert, avec un repositionnement vis-à-vis de scénarios prospectifs tels que le GIEC peut en donner, et derrière les recommandations, qu'elles soient de notre secteur ou des autres secteurs, pour pouvoir être capable de comprendre comment se positionne notre service. Et donc là, je suis désolé de l'avoir, mais vous l'avez peut-être un tout petit peu remarqué, il y a beaucoup de pas du tout IT. Et c'est cette démarche qui doit être conduite à l'échelle de l'entreprise comme à l'échelle de l'IT. Aujourd'hui, pour le faire, les meilleurs moyens de le faire, se faire accompagner en effet et partager la connaissance, et aussi aujourd'hui tout ce qui va être groupe de travail, tout ce qui va permettre de faire de l'intelligence collective pour pouvoir échanger sur les enjeux globaux. Donc pour une partie, il va falloir se dire que voilà, je suis Netflix, si je n'ai plus personne pour regarder mes services, je pense que j'aurai des problèmes de chiffre d'affaires. Ça, c'est une problématique certaine, on imagine uniquement son activité. Et puis il y a des analyses prospectives un peu plus compliquées encore, où il va falloir travailler sur est-ce que je peux participer à la diminution de mon voisin. Ça, c'est uniquement lorsque l'on comprend que l'on a une capacité à diminuer les émissions de sa chaîne de valeur ou d'environnement périphérique. Donc globalement, je reviens dessus, le GIEC, bien sûr, dans ses rapports, nous donne des trajectoires absolument magnifiques. Vous avez pour la spécificité IT, donc sur l'UIT L1480, et plus globalement et généralement, la Net Zero Initiative avec ses démarches, comme vous pouvez en avoir dans les démarches en France, type ACT, avec les suppléments sectoriels qui permettent d'accompagner chaque secteur. Alors, c'est intéressant, Guillaume, le sujet que vous soulevez, les lois, elles sont provocatrices de changement. Est-ce que la loi REEN est un outil? Elle va être un cadre. Et c'est déjà une très bonne chose aujourd'hui. Elle est déjà un cadre et elle est un cadre dans lequel il est plus facile d'itérer pour progresser. Parce que, entre guillemets, les lois et la pression réglementaire aujourd'hui, si on ne l'a pas, pour beaucoup, on va rester statique. Au moins, on est tous obligés d'aller au même rythme. Donc oui, elle participe, la loi REEN, à essayer d'avancer et elle s'accorde en plus avec aujourd'hui les différents cadres. En France, vous avez aussi la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, donc qui va redonner un cadre. Vous avez des cadres plus larges, au niveau des ODD par exemple, qui parfois peuvent apporter de la valeur de chiffres, de connaissances, de trajectoires, de scénarii, mais aussi peut apporter de la valeur de partage, d'échange. Les ODD par exemple sont véritablement une source de travail communautaire, commun, pour la compréhension des besoins du monde. Et donc, c'est peut-être pas ce qui va vous donner, quand vous allez vous retrouver devant votre ouvrage, à vous dire comment je vais réussir à imaginer mon monde, c'est compliqué, comment je vais diminuer les émissions de mon service IT, c'est compliqué, mais peut m'amener un petit peu de discussion, un petit peu d'échange et de progrès là-dessus. Donc, plus généralement, oui, la loi est un des outils pour aider. Les cadres légaux type SNBC donnent aussi des trajectoires. Il faut pouvoir s'inscrire là-dedans. Aujourd'hui, j'y reviendrai, lisez les résumés sur Parcours Décideurs, partagez-les. Et puis aussi, bien sûr, le travail de nos pairs, de nos collègues. On ne peut pas passer sur le travail exceptionnel que donne Carbone 4 aujourd'hui. Forcément, on va mettre le grand mot, JMJ, Jean-Marc Jancovici aujourd'hui, Aurélien Barraud et compagnie, sont des gens qui vont amener de la connaissance, amener du savoir et aussi produire des études spécifiques qui sont particulièrement intéressantes. Me permet d'avancer un petit peu, parce qu'on n'est pas loin de la fin quand même, rassurez-vous, j'ai beaucoup parlé. Et donc on a l'autre partie qui est forcément de se dire aujourd'hui comment je réduis mes émissions et puis je vais participer au puits de carbone. Donc on va chercher surtout la réduction donc de l'ensemble de ces émissions. Globalement, c'est là où on va avoir ce travail de pouvoir comprendre comment est-ce que sur les chaînes de valeur on a des impacts, est-ce qu'on participe à des émissions d'autres, où est-ce qu'on se positionne et comment est-ce qu'on travaille le plus possible avec sa chaîne de valeur, avec ses fournisseurs et ses distributeurs ou ses clients. Et donc la grande difficulté, vous l'avez aujourd'hui, c'est dur de trouver des données. Et aujourd'hui, on a plutôt une tendance à se positionner vers un monde qui nous amène à globalement chercher plutôt à masquer la donnée. Vous l'avez vu, les hyperscalers, qu'est-ce qu'ils nous disent? Moins j'en dis, mieux je me porte. Et ça nous amène tous à être dans une démarche où finalement, on s'aligne sur le marché. Pourquoi est-ce que je communiquerais sur des éléments qui aujourd'hui ne sont pas les éléments finalement qui vont valoriser ma démarche et ça va me rendre moins bon.
comment est-ce qu'on défend ça aussi vis-à-vis d'une direction. Et donc je me permets d'avancer et de globalement, ça vous l'aurez, hein, comme Nathalie pouvait vous le partager, vous aurez directement le support, le replay, et puis l'occasion, j'espère, d'avoir le plaisir d'un échange. Donc aujourd'hui, il y a des activités, il y a des plans d'action, il y a des leviers d'action. Mais le premier élément qui va être nécessaire, ça va être de se positionner donc sur les premiers éléments. Alors tout dépend du niveau de maturité. On commence globalement par se former paraculturel. Ça part souvent donc de vous qui êtes là présent à 9h30 un mercredi matin pour m'écouter déblatérer pendant 1 heure. C'est bien que a priori vous avez un intérêt et que vous y voyez vous ces enjeux. Et donc cet enjeu de formation, et ça revient à ce que vous soulevez, Harmonie, sur oui, aujourd'hui c'est pas prioritaire. C'est pas prioritaire puisque qu'est-ce qu'on va nous dire? La loi, elle me l'impose pas. Le marché, il me l'impose pas plus. Pourquoi est-ce que je le ferais? Eh ben, je vais vous le dire. Globalement, si j'avais une solution, je serais occupé H24 à sauver la planète. Et je ne dis pas que je manque d'occupation, mais globalement, on n'est pas en surcharge. On n'est pas aujourd'hui ceux qui parlons le plus fort, le plus vite et le plus loin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut modifier ça? Les premiers éléments, c'est sur les sensibilisations, vous les connaissez peut-être, et donc la formation ou acculturation, les grands supports de formation qu'il peut y avoir gratuitement ou de l'accompagnement de la part d'experts, avec y compris des prises de position et des prises de parole spécifiquement autour des CODIR, autour des environnements de direction. En effet, Guillaume, vous le soulevez. Alors, formation, je vais me permettre le petit point, les fresques. C'est pas forcément de la formation, c'est clair que ça ouvre fresque du climat, fresque du numérique, mais honnêtement, si c'est de la fresque de la biodiversité, des nouveaux récits, peu importe. Ici, moi-même, je suis animateur fresqueur. Ces éléments-là, ils donnent une vision du monde. Et puis vous avez aussi derrière, peut-être des formations un peu plus profondes sur les enjeux, le fonctionnement. Où là, on peut aller et on peut tout à fait accompagner sur ces démarches-là, qui vont être d'essayer de comprendre l'impact. Quand un ancien directeur d'AXA dit qu'un monde à 2 degrés, je ne l'assure pas, c'est quoi l'impact de ça? C'est pas simplement un enjeu global, c'est de bien comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants pour l'activité de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, oui, il n'y a pas de loi, c'est pas une priorité. Mais dites-moi si vos entreprises ne font aucune prospective. Donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est de se dire, est-ce que dans nos approches prospectives, on prend en compte cet impact climatique et comment on fait? Une fois on essaie de faire de la formation, derrière les leviers d'action, s'il y a un minimum, c'est auditons notre activité au regard de trajectoire. Parce que vous avez, parmi nous, il y en a beaucoup dont l'entreprise n'a pas pris d'engagement climat-carbone, n'a pas dit 2030 ce sera ça, 2050 ce sera ça. Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises parmi nous qui ont dit nous serons neutres en carbone? Peut-être avec toute la tristesse qu'on peut avoir à entendre ce genre d'élément de langage qui n'a pas de sens factuel et physique. Donc, l'idée, c'est qu'on peut sensibiliser à travers de la formation, du support, des fresques, et proposer ça en formation, en atelier directement vis-à-vis des directions. On a aussi cette habitude de le faire. On peut derrière aller juste poser la petite question qui gratte. Tic-tac, on est en 2025, 2030. Normalement, bon, si vous êtes aligné à peu près avec les accords de Paris, moins 50, c'est ça normalement d'émissions. On fait comment? Après, on peut dire que c'est pas la priorité de l'entreprise. C'est un engagement pris. Et quand on a eu l'engagement, à un moment, j'ai envie de dire c'est une question de timing. Ou est-ce que ça va tomber, qu'on va se rendre compte qu'on n'est pas dans les clous? C'est pas très positif, mais derrière, si on arrive à avoir ce petit éclair et de l'audit pour dire on est ou pas dans les clous, au-delà simplement de j'ai fait un bilan, comme je vous le disais, parce que le problème du bilan, c'est qu'il n'est pas forcément très qualitativement audité, et puis c'est dur de dire la réalité, qui est que mon bilan, il n'est pas vraiment aligné avec la réalité de mon entreprise et de mon monde. Et donc, derrière, une fois qu'on a mis en place, normalement, on doit vérifier sa trajectoire. Parce que je vous disais, tiens, nous, on fait de l'analyse, d'ailleurs, typiquement, de trajectoire bas carbone. Il faut que je vérifie si la trajectoire que j'ai mis en place, elle est alignée avec ce dont j'ai besoin. Et l'autre point, il va être de se dire aujourd'hui, j'en ai pas, en fait. J'ai une trajectoire de l'entreprise, et j'en ai pas à l'échelle de l'IT. Et aujourd'hui, même si on est petit, on est piou-piou, et on a un peu l'impression, moi j'entends souvent, vous savez, IT et green IT, c'est un oxymore. On peut pas se le dire. Il va falloir que l'IT, comme on a vu sur les différents leviers, soit moins émetteur de carbone, soit participe à la diminution d'émissions. Et donc là, c'est l'implémentation de plans d'action, de feuilles de route, d'accompagnement dans la mise en place d'une feuille de route spécifique Green IT, diminution des émissions. Et ensuite,
les plans d'action. C'est là où on va parler d'éco-conception, de green-ops, on va parler de retravailler justement sur la greenification des data centers, la verdification des data centers. Là, on va être dans des plans d'action. Là, on va aller former aussi spécifiquement notre pool de développeurs à des sujets. C'est dans ces moments-là où on est en plan d'action. Et je pense aussi, ce que l'on constate très souvent, c'est que lorsque nous, on se met en discussion et qu'on échange, on entend beaucoup de choses qui sont du plan d'action, et quand on remonte, on tire les ficelles, on a du mal à trouver une feuille de route où ça s'inscrit. Et c'est aussi questionnable de dire, ok, c'est pas une prio, ça c'est d'accord, c'est audible, mais de l'autre côté, est-ce qu'on vous a demandé de faire des choses? Si on vous a demandé de faire des choses, aujourd'hui, ce aussi sur quoi on a compris, c'est quelles questions on pose. On m'a demandé, on m'a dit, toi, donne-moi tes émissions, mais vous en faites quoi? Et un des sujets, c'est de s'emparer. C'est au niveau d'une DSI ou au niveau d'un service infra ou d'un service IT parmi la DSI, se dire, mon sujet, je le prends et je vais décider que, ok, vous m'avez demandé de faire des calculs. Moi, j'ai décidé, à partir de ces calculs, d'en faire quelque chose. Je me suis donné une trajectoire. Excuse-moi, donc là, on arrive vraiment sur la fin du webinaire. Je vois que quelques personnes, entre guillemets, sont en train de se déconnecter. N'hésitez pas à poser vos questions. On a encore quelques minutes, bien sûr, sans problème. On n'est pas limité par le temps. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, on passe sur des questions-réponses. Désolé. Je t'écoute. Bien sûr. Bien sûr. Alors, justement, je prends le point. Tout à fait, Harmonie. C'est un point. Le 4%, tout le monde l'a. Comme je vous le disais, le 4%, c'est quelle croissance va porter l'IT. Globalement, ça va être la problématique première. C'est que oui, mais on est tout petit. Et chaque service pèse normalement relativement peu. Maintenant, aujourd'hui, c'est de vérifier. Alors, il y a 2 points. Le 1, c'est à quelle croissance d'émissions j'ai. Et de l'autre côté, est-ce que ma cartographie d'émissions au niveau de l'IT, elle représente le réel de mon service IT? Et malheureusement ou heureusement, d'avoir beaucoup travaillé avec les équipes RSE, mettre une énergie aussi spécifique de la part des équipes RSE qui, oui, en effet, peuvent dire on a d'autres chats à fouetter. Hein. On en a. En fait, le sujet, c'est est-ce que moi, dans mon service, je suis en mesure de prendre ce sujet-là, donc comme je vous disais, de m'emparer des indicateurs et des objectifs. Et donc, en fait, c'est plutôt d'abord de faire, je vais mettre le mot, une popote interne, si je puis me permettre, qui va me dire, moi, j'ai envie de le faire. Mais je vous le dis, c'est vrai, c'est beaucoup porté par des individus. Ce qui rejoint votre réflexion, Guillaume, c'est que c'est dur d'embarquer. C'est dur parce que c'est du long terme, parce que je le redis, il faut des connaissances, il faut avoir un peu d'appétence et qu'il faut avoir le temps aussi. Et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose où c'est des petites gouttes. Est-ce que vous croyez que moi-même, dans les environnements IT, bien que consultant avec l'étiquette vis-à-vis de mes collègues, ça peut encore en faire rire, le Green IT, quand on fait de l'infra. Et le point que vous soulevez, Jean-Pierre, qui est, et ce que je comprends vis-à-vis des entreprises, aujourd'hui, la directive CSRD. Vous devez connaître que les dernières actualités et la commission Omnibus risquent plutôt d'un peu taper dedans. La démarche est plutôt à se rétracter autour de ça. C'est vrai que l'ambition portée par la CSRD et donc derrière par le reporting et les ambitions que ça doit porter, les objectifs que ça doit porter, ça peut tracter. Et pour pas mal de grandes entreprises, les directions prennent le sujet par l'obligation. C'est un moyen, c'est un déclencheur, c'est le briquet qui va allumer le bâton de dynamite. Il y a beaucoup de sujets dans la CSRD. Et est-ce que la question, et ça se pose, c'est qu'on rejoint avec le sujet que vous soulevez à Harmonie, c'est qu'on va avoir l'impact CSRD, l'impact réglementaire, et de l'autre côté, oui mais, pression réglementaire, donc difficulté à pouvoir prendre le sujet sur l'IT qui paraît petit. Donc je le redis, en fait, d'un coup, l'IT, on est un petit monde déjà qui se comprend, qui est dans une compréhension individuelle en fait du sujet. Donc déjà, on va voir à travers uniquement le CO2, et finalement, la démarche, c'est je suis obligé à faire. Très bien, j'essaie de m'en emparer. Comment je peux être accompagné pour m'en emparer, pour former, pour expliquer l'impact que je vais avoir, pour expliquer tout ce que je peux faire aussi. Parce que toutes les émissions évitées que je pourrais faire si mon service est bien mené, et les moyens que je mets en place aujourd'hui pour contrôler ma trajectoire et pour ne pas participer à l'aggravation de la situation. Parce qu'on n'oublie pas, on est petit, mais on grossit à vitesse grand V dans les émissions. Donc c'est clairement un sujet qui peut être porteur. Et Guillaume aussi, donc dans les sujets qu'on se disait, c'est que oui, c'est compliqué d'embarquer, c'est sûr que c'est plus rassembleur autour d'un événement type fresque,
type bilan carbone individuel, voilà, ces éléments qui vont être dans le narratif aussi. Ça peut être, pour citer un cas qui a été fait chez nous, quand un cadeau de fin d'année, c'est un monde sans, oui, c'est ça, un monde sans fin, pardon, la fameuse bande dessinée de Jean Covici, et ben ça va être ces petits éléments en fait, se trouver ou un jeu autour du CO2 aussi. Et ben voilà, ça va être ces moyens de l'aborder un peu différemment parce que c'est dur d'être pris au sérieux, on en a conscience, donc on repositionne. Et ben c'est sensibilisation, formation, ce qu'on essaie d'apporter, faire l'audit, montrer des éléments de compréhension, on s'en empare et on donne de la valeur à des informations vis-à-vis de nos directions. Et à partir de là, on rend tangible les démarches, les facteurs de croissance et les facteurs d'impact qu'on peut avoir sur l'entreprise pour améliorer sa performance et ses impacts CO2, et ensuite pouvoir établir une vraie feuille de route qui va être supportée par l'IT et des plans d'action. Et de grâce, en ne commençant pas par les plans d'action, qui sont bien souvent ceux vers quoi on va attendre. Et donc, plus on va être en capacité d'avoir des échanges en amont, plus on va être en capacité lorsqu'on va nous dire « Bon, par contre, ton plan là, de formation des développeurs pour l'éco-conception, c'est quand ?» On va être en capacité de remonter en disant « Oui, on peut faire un lien avec notre stratégie. » Et donc, être en capacité de valoriser les actions qui auront le plus de poids, parce que sinon, on a toujours ce risque. Eh bien, on produit peu, on a peu d'impact, et on est remis en question vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça qu'on peut vous accompagner et qu'on sait à quel point c'est important aussi d'avoir cette écoute, de travail entre pairs et de formation, d'audit et de transmission du savoir, parce que l'IT, c'est clairement un des premiers leviers aujourd'hui, potentiellement d'aggravation de nos émissions et donc l'énorme effet levier dû à l'IT sur le CO2, mais c'est aussi une source géniale de travail collectif dans un monde bas carbone. Et si vous regardez bien les différents scénarios qui ont été proposés par le GIEC, eh bien vous en avez beaucoup qui utilisent la puissance de l'IT. Voilà, j'ai déjà dépassé. Je suis désolé. À peine, Thomas, merci. C'était super clair. Tu as réussi à avoir une série de personnes qui sont restées même jusqu'à la fin, 7 minutes après. Il y a peut-être d'autres questions. Super, merci Guillaume. Génial. De toute façon, on vous enverra la présentation et Thomas, enfin voilà, bien sûr Thomas sera disponible, donc je vais vous appeler juste après pour voir si vous souhaitez prolonger l'échange, aborder un petit peu vos enjeux de manière plus spécifique, les prochaines étapes, ou simplement nous donner un feedback en fait sur la session. Et ce genre de webinar, on en fait très régulièrement justement autour du Green IT, environ une fois par mois, une fois tous les 2 mois, parce que c'est quand même des sujets qui nous semblent importants, avec voilà toujours un petit peu une variante, on va dire. Pour bien adresser vos enjeux. Thomas, un mot de la fin? Eh bien, un grand merci. Ouais. C'était très agréable. Merci pour votre participation toutes et tous. Merci pour vos retours aussi. Spécifiquement, avec qui tu as fait un one-to-one à un moment. Voilà. Non, mais et comme Nathalie, tu le disais, la prochaine, en effet, autant faire un duo. et avec vraiment grand plaisir. C'est très intéressant et ça fait plaisir aussi de se voir assez nombreux autour de ces échanges et autour de ces sujets qui, le ciel n'est pas tout rose actuellement pour le Green IT. On sait qu'il y a d'autres enjeux, mais c'est important de pouvoir les garder sur le devant de la scène et je serais très heureux de pouvoir échanger avec chacune et chacun d'entre vous sur ces sujets pour les porter autant que possible et participer à un monde bas carbone avec un IT responsable finalement. Autour de gens motivés aussi. Ça va beaucoup se baser sur notre énergie individuelle et collective. Super. Merci Thomas et merci à tous. Et on vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci. Au revoir.